Donc bonjour à tous et puis merci de nous rejoindre sur ce live. Donc ça faisait un petit temps qu'on n'avait plus fait de live donc avec les éditions Luciférine et donc on profite du lancement donc d'une nouvelle anthologie pour le faire puisque avec qui dit nouvelle anthologie dit nouveaux sujets de discussion, nouveaux sujets culturels aussi puisqu'on va un peu faire le tour de toutes les thématiques autour de l'enfance qui passionnent donc, la littérature fantastique et les films d'horreur de nos jours. Donc nous avons aujourd'hui 3 auteurs de l'anthologie présents, donc qui vous ont préparé en fait tous, sans s'être accordés d'ailleurs, ils ont tous prévu, tous eu la même idée, c'est-à-dire de prendre un petit jouet en rapport avec leur nouvelle, donc c'est super sympa comme idée, merci à eux. Et donc nous avons en premier lieu Aaron Judas, Morwena Le Bérillon et Gaëtan Réal. Donc, je vais vous demander à tour de rôle de vous présenter un peu, donc de présenter rapidement qui vous êtes et votre expérience un peu littéraire en général. Donc, à toi, Aaron, je te laisse l'honneur comme tu es le plus ancien des éditions. Oui, voilà, donc du coup, Aaron Judas. Donc ça fait 5-6 ans que j'écris. Et là, c'est ma 11e nouvelle qui va être publiée. Donc j'ai eu quelques textes qui ont été publiés au Luciférine. Le premier texte à être publié dans ta maison d'édition, Barbara, c'était Méo pour Sombre Félin. Et après, j'ai écrit dans Civilisation disparue, Démon japonais, Nuit de Lorraine et Belle Époque. Voilà. Et j'ai écrit aussi des nouvelles dans d'autres maisons d'édition. Et j'ai mon premier roman qui sort dans peu de temps. Voilà. Je passe la balle. À Morwana, du coup. Oui, alors moi je m'appelle Morwena, j'habite aux Pays-Bas. J'ai déjà été publiée dans les éditions Luciférine l'année dernière pour l'anthologie Nuit de Bretagne. J'écris depuis très longtemps et aux Pays-Bas, je dirige une association liée à l'écriture en français. On donne des ateliers d'écriture, on fait des activités en fait liées autour de l'écriture en français. Voilà. Et donc, à toi, Gaëtan. Et donc, Gaëtan Réal, l'outsider de l'anthologie. Donc, merci Aaron. Donc, la première publication, mais pas première tentative, enfin, c'est, je crois, la 15e nouvelle que j'écris, que je tente d'envoyer. Et bon, c'est vrai que j'arrivais un petit peu au bout du truc, à me dire, bon, bah là, finalement, l'écriture, c'est peut-être pas pour moi. Et donc, je m'étais dit, allez, je tente un dernier raté avant d'arrêter. Et là, comme quoi, il faut parfois persévérer. Donc, ravi de vous rejoindre. Ah, bravo. C'est toujours un plaisir, comme dit, d'accueillir de nouveaux auteurs au Luciférine. C'est aussi à ça que servent les appels à texte, à permettre d'intégrer un peu tout le monde. Donc, comme on disait avec Aaron, qui avait participé à la sélection des précédentes anthologies, c'est toujours en anonyme et ça permet vraiment de laisser sa chance à absolument tout le monde. Donc pour cette dernière anthologie à paraître, on change un petit peu des précédentes dans le sens où on était sur des thématiques un peu culturelles et historiques très marquées, donc qui étaient tant sur les yokai qu'après sur la Belle Époque où là on était dans le côté historique, mais toujours lié au fantastique bien sûr. Avec Étrange Enfance, on revient un peu plus aux premières anthologies des éditions Luciférine comme Maison Hantée. Là, on est plus dans un sujet qui est vraiment très présent dans la littérature fantastique, horrifique et et dans les films du genre fantastique et horreur. Donc là, c'est vraiment un hommage à une thématique forte qui fait le succès de beaucoup de films du genre. Donc forcément, on en parlait même juste avant de débuter le live, on pense tout de suite à Chucky ou Annabelle pour les histoires d'horreur qui ont remporté quand même un énorme succès dans l'histoire du cinéma de genre. Donc, un peu de cette thématique. Donc, chacun, vous avez décidé de participer à cet appel à texte. Comment avez-vous découvert un peu l'appel à texte si vous ne connaissiez pas les éditions? Et aussi, est-ce que cette thématique vous a évoqué? Est-ce qu'elle vous a inspiré tout de suite? Comment ça s'est passé un peu la décision de participer? Donc, à toi, Aaron. Ok. C'est vrai que moi, je fais partie des anciens. Et je sais que tu as le chic pour trouver des bons appels à texte. À chaque fois, des choses qui sont assez ouvertes,
que ce soit avec les chats, avec ma maison hantée, j'avais participé, même mon texte n'avait pas été retenu à l'époque, mais déjà, voilà, c'était quelque chose qui parlait. Et progressivement, voilà, même pour Démon japonais ou Belle Époque, et là, avec l'enfance, que toi, l'enfance, hein, c'était le nom d'appel à texte. Enfin, je crois que ça faisait partie du titre. Mais ça évoque forcément 10 000 choses. Et je m'étais dit, je ne sais pas si je participais parce que voilà, beaucoup de travail, beaucoup de choses à préparer. Et je dis non, mais je m'accorde une semaine pour écrire des textes pour l'appel à texte, parce que oui, ben, j'ai envoyé 2 textes pour cet AT, parce que ça me parlait énormément. C'est vrai que l'enfance et le fantastique et l'horreur, ça s'entremêle, enfin, ça s'entremêle vraiment de manière géniale. Hein. C'est quelque chose d'assez fort, parce que les premiers émois qu'on a avec le fantastique et l'horreur, on l'a pendant l'enfance. Hein. Donc voilà, ça me parlait énormément, et j'avais écrit 2 textes ouais, totalement différents, un qui se déroulait dans un parc d'attraction, et un autre, voilà, avec des figurines en mode maître de l'univers. C'est pour ça que j'ai sorti la petite figurine. Ouais, une nouvelle qui s'appelle Torque. Torque, voilà. Et donc, du coup, c'est vrai que ça a amené beaucoup, beaucoup de choses. Hein. J'avais écrit cette première nouvelle sur le parc d'attraction, et entre-temps, voilà, j'ai eu d'autres idées. Et je pense que j'aurais pu écrire voilà, plein de nouvelles, parce que l'enfance et le fantastique, voilà, ça match directement. Je ne vais pas être trop bavard, je passe la parole et le relais à Morwena ou Gaëtan. Je ne sais pas qui veut parler. Donc ouais, moi c'est pareil, je connaissais déjà les éditions Luciférine vu qu'on avait collaboré ensemble l'année dernière. Et je trouve aussi, généralement, tu as des très bons appels à texte et cette thématique m'avait vraiment inspirée. Et comme le disait Aaron, hein, je trouve que les premiers émois qu'on a avec le fantastique et le merveilleux, c'est pendant l'enfance où vraiment, en fait, on est encore innocent et on croit plus. Le rêve est beaucoup plus présent, le merveilleux est beaucoup plus présent, et donc du coup, le cauchemar est beaucoup plus présent. Et je trouve que c'est vraiment dans l'enfance qu'on va se créer des peurs irrationnelles et qui vont prendre des formes plus allégoriques peut-être. Donc j'ai trouvé le thème vraiment très très bien, et donc j'ai décidé moi de partir sur une histoire de poupée hantée parce que je trouve les poupées corolles absolument terrifiantes, et, et voilà. Mais très contente de participer encore à cette anthologie. Et donc, Alors, moi, en fait, j'ai connu les éditions Luciférine, je crois que c'était lors de la sortie de Démon japonais. En tout cas, j'ai vu vraiment passer le Ulule de l'anthologie Belle Époque, où je trouvais que vraiment, il y avait des illustrations qui étaient vraiment très, très classe. Et du coup, moi, étant donné que j'étais un peu en mode rédaction de nouvelles, suivi de un peu tous les AT qui passent, donc j'ai vu l'ouverture de celui-là, je crois que c'était en novembre ou décembre là. Et en fait, j'avais d'autres trucs à faire. Enfin, j'ai eu pas mal d'imprévus là en début d'année. Ça m'est complètement sorti de la tête. Et en fait, je suis à nouveau retombé sur l'annonce, genre 2 jours avant la deadline. Et là, je me suis dit, oh là là, putain, enfin, pas possible. Et je me suis dit, bon, je le fais pas. Et puis du coup, pour une fois, je me suis complètement lâché parce que d'habitude, je mets genre 1 mois pour écrire une nouvelle, parce que je relis beaucoup, etc. Et voilà. Et donc, par rapport à la thématique, c'est ça qui est un petit peu paradoxal. C'est-à-dire que moi, l'horreur, à la base, c'est pas du tout mon truc parce que ça me fout la trouille, quoi. Mais c'est vrai que bon, l'horreur, l'enfance, etc., moi, ce que ça m'évoque, je pense que ça parle à tous les gens de ma génération, c'est les chairs de poule, que ce soit les bouquins, la série télévisée. Enfin, moi, je préférais personnellement Fais-moi peur. Je trouvais que c'était un peu plus... ça me faisait encore plus flipper, en fait. Et voilà, après, ce que je trouve intéressant dans la relation enfance et horreur, c'est que il y a un côté un peu paradoxe, c'est un peu, comment dire, l'alliance des contraires. On a de côté l'enfant qui est un peu, qu'on imagine généralement innocent, à l'abri de tout ce qui peut arriver, et de l'autre côté, voilà, l'horreur, c'est, comment dire, l'impossibilité d'agir, etc. Donc, et quand ça tombe sur l'enfant qui, lui, n'a déjà de base pas beaucoup, on va dire, de recours ou autre, quand ça lui tombe dessus, on va dire c'est la victime par excellence, quoi. Voilà, bon après, je vais laisser peut-être un peu la parole aussi, quoi. Oh non, c'est très bien.
Donc oui, donc, à partir du moment où on décide donc, effectivement de participer donc, à cet appel à texte, il fallait trouver une thématique forte sur laquelle construire la nouvelle, sachant aussi que donc, avec le format des éditions luciférines, après chaque nouvelle, on a normalement un article qui va approfondir un élément de la nouvelle. Donc là, on va être sur les articles au sujet un peu de jouets, de peur d'enfance, de lieux d'enfance, donc il fallait toujours avoir un élément fort. Et comment donc avez-vous choisi cet élément? Est-ce que vous avez hésité avec d'autres? On va continuer le tour, reprendre le tour à zéro avec Aaron Judas. Alors, du coup, à la base de Torque, je pense que voilà, c'est les jouets les plus marquants de mon enfance. Hein. J'ai grandi dans les années 80. Et pour les personnes qui ont grandi dans les années 80 ou même qui sont nées avant, hein, il y a les figurines des maîtres de l'univers, elles faisaient partie un peu de notre quotidien. C'est-à-dire que Mattel, quand ils ont créé cette figurine, c'est tout de suite invité dans les foyers. C'est-à-dire qu'ils avaient la Barbie pour les filles, ils avaient pas mal de jouets. Et en fait, l'histoire des maîtres de l'univers, je ne vais pas développer trop longuement l'histoire, mais ils ont perdu la licence des Star Wars. C'est Kenner, la marque de jouets Kenner, qui avait récupéré les Star Wars. Et Mattel était assez dégoûté. Et ils ont essayé de racheter la licence de Conan le Barbare, du film Conan le Barbare, au début des années 80. Donc Mattel a racheté la licence Conan le Barbare. Et quand le film est sorti, ils se sont rendu compte que c'est extrêmement violent et sanglant. Et qu'ils ne pouvaient pas vendre des jouets en lien avec ce film pour les enfants. Mais ils ont dit, voilà, on va quand même garder le concept du barbare ultra musclé. Et c'est là qu'ils ont créé Musclor. Musclor, le personnage, le jouet. Et pour se dire, voilà, on va faire un mélange entre Star Wars et puis Conan le Barbare avec un barbare qui est dans l'espace. Et donc, ils ont créé le jouet. Et voilà, ils ont utilisé un seul moule hein, pour tous les jouets. J'en ai plusieurs, là, des modèles entre les mains, mais c'est toujours le même moule quasiment pour chaque jouet. Il y a eu toute une collection, plusieurs gammes de jouets dans les années 80. Et après le jouet, c'était suivi par un dessin animé. Alors, à savoir aussi qu'avec chaque jouet, vous avez une petite bande dessinée qui était pas mal inspirée par Frazetta. Je ne sais pas si vous connaissez le dessinateur Frazetta. Frank Frazetta, c'était vraiment le père de l'Heroic Fantasy au niveau du dessin, vraiment un génie du dessin. Et voilà, le jouet est inspiré de ces dessins-là. Il y a des petits comics avec. Après, ça s'est transformé en dessin animé. Et à la fin des années 80, il y a même eu un film avec Dolph Lundgren, des Maîtres de l'Univers, qui est voilà, un peu nanar, mais qui se laisse regarder. Et donc le jouet, voilà, le jouet des Maîtres de l'Univers, ça ne faisait pas que se vendre dans les supermarchés, c'est-à-dire qu'il y a aussi un club, le club des Maîtres de l'Univers, le club Musclor. Alors quand on a 5, 6, 7 ans, 8 ans, 9 ans, on est heureux de recevoir une carte d'anniversaire signée Musclor. C'était mon cas, voilà, je faisais partie du club Musclor quand j'étais petit. Donc je recevais une carte d'anniversaire au nom de Musclor. J'avais même le bracelet, je recevais des cadeaux. Enfin, c'était quelque chose comme le club Barbie, il y avait le club Musclor. C'est très fragmentaire voilà, à l'époque. Mais ça n'empêchait pas qu'il y avait des filles aussi qui s'intéressaient aux collections des Maîtres de l'Univers, parce qu'il y a des personnages féminins aussi dans les Maîtres de l'Univers. Et après avoir créé Musclor et les Maîtres de l'Univers, ils ont créé une série qui s'appelle She-Ra. She-Ra qui était la sœur de Musclor et qui était diffusée. Elle avait son dessin animé et ils ont fait plusieurs reboots. Et pareil pour les Maîtres de l'Univers, pour Musclor. D'ailleurs, il y a un reboot qui sort bientôt sur Netflix des Maîtres de l'Univers. Voilà, donc ça c'est le point de départ, la collection de jouets qui était vraiment emblématique des années 80. Et voilà, je suis parti sur une histoire de personnes qui se réincarnent dans le corps d'un barbare qui s'appelle Torque. Voilà, un jouet barbare qui s'appelle Torque. À savoir, voilà, je l'ai su après, c'est vraiment assez incroyable dans l'histoire de cette nouvelle, parce que c'est vrai que l'idée m'est venue très rapidement, je l'ai écrit en 3-4 jours, c'est quelque chose d'assez délirant. Et j'ai vu un documentaire qui est diffusé en ce moment sur Netflix, c'est Retour à Grayskull, je crois en français, je sais que c'est quoi le titre, mais bon, il y a Grayskull dans le titre. Et c'est un documentaire sur les Maîtres de l'Univers qui est passionnant. Et ils expliquaient que le premier nom de Musclor, bon, en version anglaise, c'est Iman, hein, Musclor. Iman, hein, vraiment, c'est très masculin. Et le premier nom, c'était Thorak. Thorak, le premier nom de Musclor. Donc voilà, incroyable, quoi. Thorak, c'était voilà, fait pour matcher, pour marcher. Et voilà, donc du coup, je suis parti sur une histoire assez délirante. Voilà, il n'y a pas que ce type de jouet hein, dans ma nouvelle. Il y en a d'autres. Et je trouvais ça intéressant d'inverser le point de vue parce qu'on est toujours avec le petit garçon ou la petite fille qui se fait attaquer par son jouet. Voilà, on a des très bonnes histoires. Hein. On parlera de cinéma après avec Morwena Gaëtan, cinéma fantastique et possession de jouets ou même d'autres films. Mais là, voilà, j'ai voulu un peu inverser le point de vue et faire quelque chose d'assez délirant. Et je suis ravi, mais vraiment tellement ravi que ça ait marché, que ça ait plu. Et je suis très content de faire partie de cette aventure d'étrange enfance, en plus avec une couverture qui est incroyable. Merci. Et merci pour l'artiste également. Oui, c'est vrai que pour le coup, tu es le seul à avoir eu l'idée dans tous les textes proposés, il me semble, de prendre le point de vue d'un jouet. Donc, c'est vrai qu'on a trouvé ça très original. Donc,
forcément, ça nous a donné envie de prendre la nouvelle en question. Ça a changé un petit peu. Morwana, donc toi qui as pris donc la poupée, enfin plutôt le poupon même comme personnage, comme objet maléfique, disons. Mm. Oui, alors moi je suis partie sur une nouvelle très classique, je pense, hein, une structure très classique d'objets possédés, et je savais que j'avais envie d'utiliser un jouet. J'ai un petit peu hésité, mais pas très longtemps, parce que je trouve que les poupées sont quand même très terrifiantes et malaisantes et sont un bon terreau en fait à créer de la terreur. Oui, je me suis particulièrement inspirée. Ma sœur avait un poupon quand on était petite qui était gros, qui faisait la taille d'un vrai bébé de plusieurs mois. Et du coup, je pensais à cette poupée-là qui m'a inspirée parce que je me suis demandé pourquoi est-ce qu'on donne des jouets aussi réalistes aux enfants. Et voilà, donc moi je voulais travailler avec un objet hanté. J'avais en tête une nouvelle de Stephen King que j'avais lue il y a longtemps, très très longtemps, quand j'étais adolescente. Une histoire, je ne sais pas si ça vous parler, avec d'un petit singe possédé, un petit singe hanté les jouets mécaniques avec des cymbales. Et bref, l'idée c'était toujours de jouer sur l'espèce d'ambiguïté de est-ce que le jouet est vraiment possédé. Et je trouvais cette idée très intéressante en fait, parce qu'au final, c'est pas forcément tant important de savoir si le jouet est vraiment possédé ou pas. C'est comment les gens réagissent et comment le protagoniste en fait qu'est-ce qu'il va projeter dessus, qu'est-ce qu'il va percevoir de ce jouet et qu'est-ce que ça révèle en fait du protagoniste. Donc c'est un peu là-dessus que j'ai voulu jouer avec ma nouvelle. Et c'est vrai que je regardais un petit peu juste avant le live au sujet des poupées, donc c'est vrai que à partir du XXe siècle, on a voulu les faire de plus en plus réalistes. Et j'ai vu que d'ailleurs la peur des poupées est récente, elle date justement de cette période. Je ne sais pas si tu étais un peu renseigné là-dessus, où les Ouais, poupées deviennent plus réalistes, enfin, si tu veux rajouter quelque chose à ce sujet. mais je crois que c'est dans les années 60 ou 70 que des chercheurs en fait ont fait des recherches spécifiques sur la pédiophobie pour expliquer pourquoi est-ce qu'on commençait à avoir peur des poupées. Parce que en fait, et c'est là en fait qu'on a développé le concept de la Uncanny Valley, la vallée troublante en français, je crois. En fait, l'idée que plus quelque chose est réaliste, enfin plus quelque chose va ressembler à un humain, en fait, plus les petits défauts qui vont transparaître vont nous mettre mal à l'aise et vont pouvoir potentiellement créer du malaise, voire de la terreur. Et donc oui, des chercheurs américains qui se sont rendus compte de ça, je crois, dans les années 60-70. Et ils se sont rendus compte que c'est parce qu'en fait, notre cerveau reconnaît les visages un peu comme une caméra, un peu comme une webcam, et en fait, va du coup rechercher instinctivement une trace d'humanité dans le visage et n'en trouve pas. Et du coup, ça crée une espèce de signal d'alarme instinctif à notre cerveau. Et donc, du coup, voilà, c'est pour ça qu'au final, la peur des poupées est très répandue. C'est une réponse neurologique normale. Exactement. Et c'est aussi pour ça que les adultes ou adolescents, ils sont plus sensibles que les jeunes enfants qui ne font pas encore le lien comme on va le faire plus tard. Donc ça peut expliquer que nous, c'est vrai, quand on va notamment vraiment les poupons hein, dans les magasins de jouets, on se dit mais qu'est-ce que c'est que c'est des horreurs presque parce que franchement, enfin, certains sont tellement réalistes que c'est assez glauque quand même. Presque un côté cadavre inanimé finalement. Mais apparemment, bon, les enfants jusqu'à 8 ans environ n'ont pas encore trop conscience de ça. Donc, c'est peut-être pour ça que ça fonctionne toujours, même si en tant qu'adulte, on n'est pas toujours très très fan de ce genre de poupée. Ça me fait toujours penser à l'attraction à Disneyland, It's a Small World, le petit bateau avec les poupées et la musique. Et les enfants, ils sont tous heureux et tous les adultes sont mal à l'aise. Enfin, c'est génial en fait de vraiment voir les réactions complètement différentes selon l'âge, quoi. Et on y va presque comme un train fantôme dans cette attraction. Ouais, complètement. Donc, Gaëtan, donc, ce qui est bien, c'est que tu as pris là des sujets un peu variés, donc ça permet d'aborder plusieurs aspects qui pourront être contenus dans l'anthologie. Donc, à ton tour. Alors moi, en fait, l'histoire de cette nouvelle, comment dire, ça fait quelque temps, on va dire que je réfléchis enfin, je fais un certain nombre de nouvelles depuis un certain temps, et je me dis, bon, un jour, il faudrait peut-être que je tente un peu un roman. Et en fait, ça faisait un moment que je réfléchissais à une idée de roman, et à la base, enfin l'idée de base de ce roman, c'était en fait un gamin avec une peluche, etc., quoi. Et en fait, cette idée,
comment dire, a commencé à enfler. Enfin, il y a eu, enfin, j'ai rajouté énormément d'éléments, etc. Et en même temps, quand j'ai vu cet appel à texte, là, je me suis dit, bon, qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'essaie de partir sur complètement autre chose? Est-ce que je reprends cette idée de roman ou pas? Et donc, au final, comment dire? J'ai pris éventuellement un présupposé de cette idée de roman et après j'ai bifurqué. C'est-à-dire qu'en fait, moi, donc j'ai pris une peluche, moi. Alors c'est ça comment dire, pas vraiment. Est-ce qu'elle est maléfique ou pas? Bon, ça, on va dire, si on se place du point de vue du cinéma d'horreur, on va dire qu'elle est maléfique. Mais en même temps, je voulais pas que ça soit vraiment qu'elle soit présente en permanence. Je trouvais que c'était quelque chose qu'on voyait souvent, enfin, typiquement dans ces films avec des poupées maléfiques où elles pourchassent sans arrêt les gamins pour les achever, etc. Et du coup, moi, je suis parti sur cette histoire de peluche qui, du coup, va être un petit peu, comment dire, le justicier, quoi, qui va vouloir punir bon, on va dire, des vilains garnements. Et donc, pour rendre le truc un petit peu original, je suis parti sur l'instrument de sa vengeance, on va dire, ça va être une espèce d'alter ego de la peluche, ça va être des ours en gélatine, donc des gummy bears. Et donc en fait, tout le délire de la nouvelle, c'est qu'en fait, bah, on va voir quelqu'un qui est lui elle-même accro à ses sucreries et puis voilà. Bon, je vais pas tout dévoiler, quoi. Mais, voilà. Et donc la peluche, c'est donc, ça n'a pas été précisé, mais c'est un ours en peluche. Donc Oui, avec... pardon, c'est un ours en peluche. Et bon, là aussi, pour la petite histoire, en fait, je me garde cette idée de roman sous le coude. Et du coup, je voulais pas que ça ressemble trop. Donc, effectivement, là, j'ai pris un ours en peluche. Dans l'idée initiale, c'est autre chose. Mais voilà, en fait, au final, je suis parti. Enfin, d'habitude, j'ai tendance à faire des histoires un petit peu compliquées, subtiles, etc. Là, étant donné qu'en plus, je me suis retrouvé avec cet appel à texte, là, genre 2 jours avant la deadline, je me suis dit, bon, allez, pour une fois, je pars sur un truc hyper simple. Donc, bah, l'histoire maintes fois racontée, voilà, du gamin ou de la petite fille tourmentée qui, on va dire, aimerait bien donner une correction à ceux qui la tourmentent. Et bah, les enfants, hein, ils n'ont pas forcément les possibilités d'agir, et du coup, à qui peuvent, comment dire, qui pourrait les aider mieux que leur fameuse peluche. Exactement, et souvent on retrouve ce côté ambivalent même dans les nouvelles du jouet qui n'est pas forcément maléfique, mais qui va avoir des comportements qui peuvent être nuisibles. Et en parlant un peu du coup de l'ours en peluche, c'est souvent quand on pense aux peluches, on pense à l'ours en peluche et c'est vraiment emblématique. Donc pour revenir un peu sur l'histoire rapidement de l'ours en peluche, hein, vous aurez de toute façon des détails dans l'anthologie. Donc ça a été imaginé donc, à la fin du 19e siècle. Et c'était pas la première peluche, mais c'est la peluche qui a eu le plus de popularité. Parce que donc à l'époque, et ça ramène à un autre univers, donc l'ours avait été popularisé par les cirques. Et du coup, le côté, je pense, créature féroce rendue toute mignonne et qui fascinait déjà dans les cirques, a très bien fonctionné et a énormément plu. Donc c'est en 1903 que ça a été lancé et ça a été un succès mondial en fait. Les gens s'arrachaient les ours en peluche, puis après, c'est toujours la peluche la plus populaire. Et on est toujours effectivement dans un jouet, il y a une ambivalence entre bête féroce et qu'on a rendue toute mignonne avec les peluches. Mais je crois pas qu'on ait de films d'horreur sur les films en plus. Dis-moi si je me trompe, Aaron. Ah, si tu te trompes, alors c'est dans le Ah, film Dolls de Stuart Gordon, qui est sorti dans les années 80, donc il y a un film avec, sur les poupées. Hein. C'est un espèce de magicien qui se retrouve dans un manoir avec sa femme et il accueille des gens qui se perdent. Et il crée des jouets. Et il y a une espèce d'ours en peluche géant, monstrueux. Il y a une séquence du film avec la petite fille se promène avec un ours en peluche. Elle le perd et elle le revoit, il est géant, monstrueux. Et c'est une séquence un peu onirique du film.
Et Dolls, que je conseille, qui est un très bon film sur les jouets de Stuart Gordon, là, qui ressort en DVD Blu-ray. Là. Voilà, donc c'est facile de le trouver. C'est vrai que dans un des Toy Story aussi, le méchant est un ours en peluche, maintenant que j'y pense. Ouais, la figure en plus, finalement, revient de temps en temps et il y a ce côté un peu Il n'est pas sauvage, absent, mais il est là. mais Dans les... la poupée est plus présente. La poupée ou le jouet de manière plus classique que l'ours en peluche. Des films d'horreur aussi fantastiques avec l'ours en peluche, mais il n'y en a pas des tonnes. Dans les jeux vidéo, on a des ours en peluche, je pense notamment aux Nightmares at Freddy ou des trucs comme ça. Ce sont plus des animatroniques, mais Là, c'est carrément trash. Là, on est dans les jeux un peu trash. Je crois qu'ils avaient prévu une adaptation avec Nicolas Cage, mais je sais pas si vraiment. il y a un film qui est sorti où il y a des ours voilà, des mascottes. Mais, voilà, en tant que tel, en tant que jouet, je vois pas tant de films que ça. En dehors de Dolls, J'ai rien qui me vient non plus. mais Et oui, tu voulais dire quelque chose, Aaron? non, c'est vrai que pour rebondir sur le cinéma d'horreur, cinéma fantastique avec les jouets, voilà, la liste est longue. Hein. C'est vrai que la figure numéro 1 qui revient tout de suite, c'est Chucky. Hein, Chucky, la poupée possédée par l'esprit d'un tueur qui tombe dans le magasin de jouets. C'est Good Guy, je crois que ça s'appelle le jouet. Nice Guy, Good Guy, je ne sais plus. Et voilà, il balance son incantation vaudou à Dedoui, Dambala. Et c'est Charlie Ray, le tueur, je crois qu'il s'appelle. Et il se retrouve dans le corps de la poupée. Et après, il fait plein de choses horribles. C'est Andy qui s'appelle l'enfant qui récupère la poupée. Et il y a toute une série de films, hein, Chucky, il y en a 5, 6, 7. Et il y a un remake il y a 2 ans, qui est pas mal le remake pour le coup, où c'est différent. Justement, c'est marrant de voir le remake du point de vue sociologique, parce que dans le remake, c'est plus le tueur qui se retrouve dans le corps de la poupée. Là, c'est plus ils accusent les chaînes de production de jouets qui se retrouvent en Asie ou dans d'autres pays, où les mecs sont payés à coups de lance-pierre pour faire des jouets. Et c'est le corps, c'est l'esprit d'un fabricant de jouets qui se retrouve dans la poupée, dans le remake, je crois. Et il y a une petite critique sociale dedans. Mais non, dans les films de poupées, il y en a plein. Hein. Il y a eu les Annabelle il y a quelques années. On parlait de The Boy tout à l'heure avec Morwena, qui va parler aussi. On va pouvoir vous parler de films d'horreur aussi, je pense, de films de possession de poupées. Mais c'est vrai que la poupée, ça fait peur quelque part, comme tu disais, Barbara, en tant qu'adulte. Parce qu'en tant qu'enfant, je pense qu'on crée un monde, un imaginaire autour des jouets. Le lien qu'on a avec les jouets, quand ils se cassent, hein, au niveau de l'adolescence, quand on perd ce lien avec les jouets, il ne revient plus jamais quasiment. On peut les collectionner, les voir, mais on n'aura plus jamais ce lien imaginaire avec eux, où finalement on leur donne carrément envie aux jouets. Hein. Quand on est enfant, on joue avec eux. Ils ont une place totale avec nous. C'est pour ça que dans ma nouvelle, j'ai essayé de le signaler. Mais les jouets, vraiment, on en prend soin, ils ont leur importance, limite, on leur donne des prénoms, ils ont une existence. Hein. Et c'est l'enfance qui est là. Et quand le lien se casse, c'est un peu. Je reviens vers le film Dolls. Regardez-le, ce film de Stuart Gordon, ça parle pas mal de ce sujet-là, du fait de grandir, de vieillir et de ne plus voir les jouets de la même manière. Et est-ce que est-ce que vous avez été marqué par un film, par un livre en particulier, donc autour d'un jouet, du monde de l'enfance, dans le genre fantastique horreur? Est-ce qu'il y en aurait un que vous voudriez citer parmi tous les autres? Morwena en a parlé, c'est vrai que Stephen King, c'est vraiment l'auteur qui a réussi. Il y a toujours ce côté nostalgique dans les récits de Stephen King où les mondes de l'enfance reviennent, que ce soit dans ses récits plus sérieux, genre Stand By Me ou autres, qui ont été adaptés au cinéma, qui est un film magnifique, Stand By Me. Mais il y a toujours le côté nostalgie de l'enfance. Et lui a fait le pont, Stephen King, entre la nostalgie de l'enfance et puis le monde des adultes, avec ce fantastique qui change. D'ailleurs, dans ça, hein, le livre, ça, ou même dans l'adaptation au cinéma, que ce soit le téléfilm des années 80, enfin 90, début 90, et puis les adaptations récentes, où il y a vraiment séparation entre l'enfance et le monde des adultes, quand on perd les croyances dans ces monstres, dans ces créatures sous le lit. Dans l'anthologie, dans le recueil, dans ce macabre de Stephen King, il y a pas mal de nouvelles qui renvoient à l'enfance. Il y a une nouvelle avec des petits soldats qui attaquent un tueur à gages, qui est excellente comme nouvelle. Et pareil, il y a une nouvelle avec le croque-mitaine, je crois, dans ce macabre, qui est absolument effrayante. Et Stephen King, pour moi, c'est le nom. Même sur le site, à chaque fois qu'on fait des visios, Stephen King, quand on parle de l'enfance et du fantastique, on ne peut pas passer à côté. Et c'est pareil, Gaëtan en a parlé pour les chairs de poule, R.L. Stein. C'est quelque chose de. En fait, il a changé la donne quelque part parce que
c'est quand même assez incroyable puisqu'on s'intéresse au fantastique, à l'horreur, au balbutiement de l'adolescence, vers 9, 10, 11, 12 ans. C'est là qu'on voit les premiers films d'horreur. Et Rechstein l'a bien compris. Il s'est dit, tiens, je crée un univers qui va permettre de faire le lien entre voilà, l'enfance et l'adolescence. À ce moment où on découvre le cinéma d'horreur, le cinéma fantastique. Moi, je suis d'accord avec Aaron. Stephen King a été une grosse influence pour moi. Et particulièrement, je me souviens que je lisais ces nouvelles au collège qui parlaient d'enfance, d'adolescence, et j'aimais beaucoup cette façon qu'il avait de pas vraiment expliquer d'où venait le surnaturel, de pas chercher une explication, qui rendait en fait la chose encore plus malaisante, je trouvais. Et, on se centrait en fait beaucoup plus sur les personnages et sur ce qu'ils ressentaient, et au final, qu'est-ce que ça voulait dire de grandir. Donc c'était vraiment intéressant. Et au niveau des films, c'est pas très original, mais pour moi, le film de Joël Maudit, c'est Chucky. Enfin, j'ai particulièrement aimé le 5e ou 6e, celui qu'on croyait être un reboot et en fait était une suite. C'est Curse of Chucky, quoi, je crois, qui a dû sortir en 2014, Qui est 2016. dans un asile, c'est ça? Ouais, non, c'est celui d'avant, celui qui se passe avec la fille dans un fauteuil roulant et qui est Ouais, sorti genre longtemps après le fils de Chucky. Genre il y a bien eu 10 ans et on pensait que c'était un reboot et en fait c'était la suite de l'histoire. oui, on voit Tiffany dedans, justement, la Ouais. fiancée de Chucky. C'est pour ça qu'on comprend que c'est une suite. Parce Mm, que Chucky, voilà, ils ont fait la fiancée de Chucky, qui est mm, Tiffany, voilà, pour créer le pendant féminin aussi machiavélique. mm, C'est Chucky 4, qui est réalisé par Ronnie Yu, qui est excellentissime, je trouve, le 4, qui mm. représente l'époque métal, néo-métal, le début des années 2000. On a une bande-son voilà, assez lourde. Et au niveau de l'image, c'est très fun. Le 4, il est très délirant de Chucky. Beaucoup moins effrayant, parce que Barbara l'a dit tout à l'heure, la peur des poupées est aussi née avec ces films-là, hein, les Chucky ou autres. Je connais des personnes qui sont terrifiées à cause de ces films, hein, qui ne peuvent pas avoir de poupées. Mm. C'est amusant parce qu'en plus, je trouve, enfin, c'est des films d'horreur qui sont plutôt dans le genre humoristique en même temps. Enfin, c'est pas du film d'horreur qui se prend extrêmement au sérieux, en tout cas sur les premiers. Donc, Ben, le premier Chucky était relativement sérieux et je pense que c'est devenu de plus en plus parodique, voire auto-parodique sur le 4, 5e. Le 5e, clairement, le fils de Chucky, c'est une blague, oui. il se moque d'eux-mêmes. Après, j'ai trouvé que le 6, justement, était bien parce qu'il revenait sur quelque chose de plus. C'est un film d'horreur classique. Et notamment, Chucky redevient une poupée normale, en fait. Enfin, il est plus paré de cicatrices comme il est à partir du 4-5, où clairement, il ressemble plus du tout à une poupée. Et là, il redevient un peu vraiment un véritable jouet. Et on retourne dans cette espèce d'ambiance malaisante où on se demande est-ce est-ce que la poupée est réelle? Enfin, on le sait forcément, mais est-ce que, enfin, où en fait personne se rend compte du danger. Donc enfin, je pense qu'il y a un peu de tout dans Chucky et je trouve que justement c'est une série qui a bien su jouer sur la tension en fait entre à savoir pas trop se prendre au sérieux, mais savoir aussi que des fois vraiment créer vraiment quelque chose d'assez flippant. Oui, Enfin, c'est ça. Je trouve même dans les. Enfin, moi, j'ai pas été aussi loin, j'ai dû voir juste les 3 premiers. Bon, j'avais pas l'impression non plus d'être dans un film d'horreur extrêmement terrifiant. Peut-être à cause de la poupée, mais peut-être que j'ai pas du coup cette sensibilité-là. Je trouvais qu'il y avait justement un côté un peu quand même parodique à mettre un tueur dans une poupée. Enfin, l'idée à la base est quand même plutôt drôle, enfin, je trouve. Elle est délirante, mais un autre film, il y a une saga au cinéma qui est très connue au niveau des poupées qui s'appelle Puppet Master. Puppet Master, que Charles Band a créé pour la Full Moon. Full Moon, c'est une grosse boîte de production des années 80-90 au niveau du cinéma d'horreur. Il y a eu les Réanimateurs, enfin, il y a eu tout un tas de films et de sagas absolument géniales qui sont sortis à la Full Moon, dont les Puppet Master. Et ils ont fait un Puppet Master il y a quoi? Il y a 2 ans, 3 ans, qui a gagné le Grand Prix à Jarmé et qui est complètement barré avec Udo Kier. Il est absolument fou, mais c'est pareil. Si tu veux, il y a ce côté où ils font entrer des âmes humaines dans les poupées sont envoyées pour tuer des personnes. C'est plus cheap, hein, les Puppet Master. Voilà, mais ça se laisse regarder. Et puis, même avant, pour rester un peu sur la poupée, c'est vrai qu'à la base, les poupées étaient des objets rituels qui étaient quand même associés justement, et qui le sont toujours dans certaines cultures, comme on avait vu avec Démon japonais, donc dans la culture shintoïste. Ça reste quand même associé à l'âme, à la mort aussi, avant d'être un objet qui fait peur pour son réalisme. Mais il y a quand même quelque chose toujours une possibilité quand même que la poupée renferme quelque chose, un être, donc soit une âme, soit même
un démon, un dieu. Enfin voilà, c'est quand même toujours associé à ça. On avait, avant même les poupées vaudou, on avait déjà les poupées qui permettaient, qui étaient à l'effigie d'une personne pour la maudire. Donc je pense que Les fétiches vaudou, c'est ça. Hein. Tu fais une poupée vaudou à l'effigie de la personne pour justement lui jeter une malédiction. Donc la poupée est présente depuis très 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 longtemps. Oui, ils ont trouvé les premières poupées, enfin c'était plus des petites figurines en terre cuite, mais ils les ont trouvées sur les premières tombes égyptiennes. Et le principe de la poupée vaudou, c'est apparemment déjà du temps de Ramsès III, il y avait des malédictions lancées comme ça, donc c'est vraiment quelque chose qui est là depuis, on peut dire, la nuit des temps, depuis qu'on sait faire des statuettes, quoi, tout simplement. Et donc, Gaëtan, tu as des références ou des films auxquels tu penses? Alors, moi, comme je disais tout à l'heure, niveau référence horreur, je suis complètement largué par tous ces spécialistes-là. Mais voilà, donc moi, je connais Chair de poule, Fais-moi peur, etc. Par contre, je vais peut-être pouvoir réussir à dire un petit truc intéressant parce que je vois Grandizer alias Goldorak derrière Aaron, là. Et, et du coup, moi, quand je pense, enfin, maintenant, quand je vois enfance et horreur ensemble, ben, je pense à Kazuo, Umezu Kazuo, qui en fait est, on va dire, l'un des pionniers du manga d'horreur et qui a essentiellement officié dans les années 60, début 70. Et sa spécialité, c'était des histoires flippantes, avec des gamins en fait. Tous ses protagonistes sont des enfants essentiellement école primaire. Et alors par contre, bon, j'en connais pas avec des poupées, des jouets ou quoi. Son manga le plus célèbre, je crois que ça a été traduit en français sous le titre L'école emportée. En fait, c'est bon, un beau jour, on a une école primaire qui se retrouve, qui disparaît et qui se retrouve propulsée dans une espèce de monde désertique où il n'y a rien. Et donc là, on se retrouve avec, je crois, une centaine d'élèves de primaire et moins d'une dizaine de profs. Et là, forcément, il y a tout qui déraille. Donc, grosso modo, pour faire un parallèle, en gros, c'est Sa Majesté des Mouches version boostée, quoi. Parce que bon, les Japonais, des fois, ils ont aucune pitié. Hein. Eux, s'il faut buter des gamins, enfin dans les histoires, hein, je veux dire. Et voilà, c'est quelqu'un qui a eu, en tout cas au Japon, énormément d'influence dans le genre horreur. Et en plus, c'est quelqu'un aussi qui a un trait stylistique qui est assez particulier, qui est très très, qui crée un certain malaise. Parce que même dans des scènes où il se passe absolument rien, je sais pas, moi, ils prennent leur petit déj, on a l'impression qu'il va se passer un truc absolument horrible, quoi. Je sais pas à quoi c'est dû, mais c'est vrai que ça fait son effet, quoi. Voilà. Ah si, en fait, je me souviens, je crois peut-être d'un one shot qu'il a écrit où en fait on a encore une fois un gamin. Ce gamin-là, il n'a pas d'amis, il décide de se construire, je crois, de se construire son propre ami. Et pour ça, il va commencer à ramasser des détritus, des trucs absolument dégueulasses. Et il va assembler tout ça et ça va lui donner une espèce de mannequin absolument horrible qui va garder dans sa chambre. Et lui, ce qu'il aimerait bien, c'est que ça soit pas juste un espèce de mannequin, mais que ça ait qu'il ait une vraie vie, quoi. Et là, alors je sais plus comment ça se passe, mais il voit, il se persuade que s'il arrive à briser, je crois, la lampe de son bureau par la force de son esprit, à force de la regarder chaque jour, son mannequin va prendre vie. Et forcément, en disant ça, on sait très bien comment ça va finir. Et le truc, c'est que la lampe finit par se briser le jour où il décide finalement d'essayer de se faire de vrais amis et de se débarrasser du mannequin. Et on se doute bien que le mannequin, voilà. Ouais, on vient un peu vers la poupée là, avec le mannequin. Ça me fait penser à la scène dans Poltergeist. Poltergeist, le film des années 80 où il y a le gamin qui est avec le clown. C'est une poupée de clown. En plus, ça fait double terreur pour les enfants. En plus, c'est un clown et qui s'anime et qui se met à étrangler l'enfant.
Il y a le nombre de copains, de potes qui ont été vraiment terrifiés par cette scène du clown, la poupée clown qui attaquait le gosse. Voilà. Mais c'est marrant, c'est toujours les mêmes figures qui reviennent, qu'on soit en Occident ou en Orient. Et je crois qu'il y a eu un reportage d'Arte sur ce mangaka d'horreur. Alors, moi, je ne l'ai pas vu, mais c'est fort possible, hein, parce que bon, il est quand même assez connu. Généralement, les mangaka de cette époque-là, en France qu'on connaît, c'est plutôt Go Nagai, en fait, hein, mais qui lui aussi est parti dans l'horreur, ou carrément le gore, le trash avec Devilman, notamment. Lui, il est plutôt connu en Occident pour Goldorak, en fait, mais au Japon, c'est pas vraiment ça sa spécialité. Mais là, on s'éloigne parce que là, il n'y a pas spécialement d'enfants, quoi. Et après, quand on parle de la poupée, c'est sûr qu'on va sur des choses très variées. Autant donc la poupée qui représente la petite fille, le bébé. On a le petit garçon avec Chucky. On a donc aussi les clowns, hein, quelques poupées de clowns également dans les films. Et les premiers, c'était beaucoup, ça m'en a pas trop parlé, ils jouaient beaucoup sur les ventriloques, enfin les mannequins de ventriloques. Là, dans les années 30, on a eu pas mal de films là-dessus. Donc des gens vraiment possédés par leurs poupées, qu'ils avaient l'impression qu'ils leur parlaient alors qu'ils la faisaient parler. Et ils savaient plus très bien si la poupée était vivante ou pas. Enfin, on a eu pas mal de choses là-dessus. Il y a un film merveilleux là-dessus qui s'appelle Magic avec Anthony Hopkins, que je conseille, qui est incroyable sur la ventriloquie. Bon, il y a Dead Silence plus récemment, Dead Silence qui parle de ventriloquie et voilà, pareil de l'enfance, hein, quelque part aussi. Mais Magic avec Anthony Hopkins qui est incroyable, hein, sur la ventriloquie, le fait de donner vie à cette poupée. Et, bon, il y a eu d'autres films, mais celui-là, il est incroyable. Oui, et je crois me souvenir qu'il y a peut-être un méchant de Batman comme ça aussi, qui est à moitié possédé par sa poupée ventriloque, là. Aucune idée de comment il s'appelle, lui. Je ne sais plus. Je sais plus non plus, mais je m'en souviens dans les vieux Batman que je regardais enfant, je me souviens effectivement de ce méchant un peu bizarre. Ouais, D'ailleurs, c'est ouais, marrant parce que cette poupée de ventriloque, c'est quasiment toujours la même, que ce soit dans les chairs de poule ou dans les films récents, c'est toujours la petite poupée avec le nœud de papillon, la petite chemise, le petit costume. C'est incroyable que ce soit ce modèle-là qui ressorte à chaque fois dans le cinéma ou même dans les livres américains. À mon avis, ça doit être parce que elle doit venir du premier film en fait d'horreur avec une poupée ventriloque qui s'appelait Otto. Donc je sais pas si ça vous dit quelque chose. C'est un très vieux film qui date de 1929 qui s'appelle The Great Gabo. Ah, pas de Gabo, oui. C'est Ah, peut-être ouais, mais c'est possible que ce soit quand même ça qui ait fondé un peu le modèle de la poupée ventriloque. c'est possible, parce qu'en plus, Gabo, je crois, ça a été parodié dans Les Simpsons aussi, cette histoire-là, je crois. Donc, C'est un vieux film, donc forcément, non, on l'a pas forcément vu, mais après, bon, des fois, ça pose des imageries qu'on a tellement l'habitude de voir qu'on se demande même plus d'où ça vient. Mais voilà, après, c'est moins à la mode le ventriloque. Maintenant, on a moins de spectacles aussi là-dessus. Avant, je pense que c'était vraiment quelque chose qui faisait beaucoup aussi peur en spectacle et qui impressionnait les gens. J'essaie d'actualiser un petit peu les modèles, tu vois. Si tu prends, Et on voilà. en parlait en préambule avant ce live avec Morwena, de la poupée Annabelle. La poupée Annabelle qui est représentée au cinéma sous des traits effrayants. Et je vous invite à aller sur YouTube ou même sur Google, aller voir à quoi ressemble la vraie poupée Annabelle, hein, qui est enfermée dans le musée Warren. Hein, parce qu'il y a un vrai musée Warren qu'on peut visiter sur YouTube et vous allez voir la poupée Annabelle, poupée de chiffon, très classique. Donc oui, j'essaie d'actualiser pour que les peurs collent aux enfants d'aujourd'hui ou adolescents ou adultes. D'ailleurs, les enfants aujourd'hui, ils ont peur de quoi? C'est peut-être la question qu'on devrait se poser. Ils ont peur de quoi? Je sais pas. Oui, je sais que Annabelle avait un beau succès auprès d'un public adolescent parti. Est-ce que ça leur faisait peur? On ne sait pas. Je pense que peut-être qu'aujourd'hui, on s'intéresse un peu plus aux robots, aux animatroniques, aux choses comme ça, parce que je pense justement au nouveau Chucky, qui n'est pas juste une poupée, mais qui est une espèce d'animatronique Google Home avec une âme bloquée dedans. Mais du coup, je pense que peut-être aujourd'hui, genre, on a un peu plus peur des Furby ou des créatures un peu comme ça, qui sont des espèces de jouets robots. Et en tout cas, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui est un peu plus utilisé, peut-être plus dans les jeux vidéo.
comme créature, comme jouet hanté. J'ai l'impression que peut-être on va un peu plus vers ce genre de jouet animé en fait. Et pas étonnant, puisque à la base, si la peur des jouets est venue justement de la mécanisation au début du siècle, donc pour faire des espèces d'automates en fait. Donc maintenant, bon, les automates, c'est plus trop d'actualité, mais on a effectivement toute une évolution du jouet qui suit la même évolution dans l'horreur. Donc c'est plus des automates, mais c'est plus des robots. Quelque chose d'autre à ajouter, Aaron ou... Bon, bah, écoute, hein, je vous laisse continuer. Je ne vais pas être trop bavard non plus, mais il y a tellement à dire sur l'enfance. Hein, Oui, l'enfance, de le rien. fantastique, les jouets, tu sais, là, on pourrait tenir des heures. Hein. On parlait même de cinéma, il y a tellement de films. Parce que le fantastique et l'enfance se croisent. Bon, ça fait partie de tant de choses. Je pense à la compagnie des loups, justement, qui est très onirique comme film, avec ce monde du conte de fées, de l'enfance. Hein. Au début, c'est pareil, il y a des jouets autour de la petite fille avant qu'elle parte dans la forêt, qu'elle s'échappe dans le monde des contes et le monde du petit chaperon rouge, voilà, pour ceux qui ont vu la compagnie des loups. Mais voilà, non, il y a tant à dire sur les jouets, sur le cinéma d'horreur, cinéma fantastique. Moi, j'ai hâte de découvrir cette anthologie étrange en enfance, découvrir les autres textes, parce que pour l'instant, on a un petit peu teasé ce soir sur les univers. Hein, là, c'était très gummy bear, poupée, jouets. Mais je pense qu'il y aura de l'attraction, il y aura peut-être d'autres choses. Tu peux peut-être nous en parler un petit peu, Barbara? Oui, alors justement, donc on va faire des lives normalement tous les mercredis à la même heure, donc 20h30 jusqu'à la fin du mois. Donc tout au long de la campagne Ulule qui démarrera lundi. Et si vous voulez vous inscrire pour être prévenu tout de suite, vous pouvez donc retrouver le lien sur notre page Facebook pour vous inscrire à la campagne qui sera lancée dans quelques jours. Et donc on aura, comme on avait donc pour les précédentes fois, des lives avec d'autres thématiques pour rentrer cette fois plus en détail sur les sujets. Donc peut-être qu'on refera quelque chose plus sur les poupées, les mannequins, etc. pour être vraiment beaucoup plus en détail là-dessus. Puis on verra, on a les cirques, les spectacles de magie, les fêtes foraines, les clowns, on a beaucoup de choses. Hein, donc on a essayé de vous faire un sommaire varié où chaque nouvelle permet d'aborder un autre sujet. Donc on espère vous retrouver mercredi prochain et puis que vous ne raterez pas le début de la campagne lundi. Donc merci beaucoup Aaron, Morwena et Gaëtan d'avoir été présents. Et puis, bonne soirée à tout le monde. On verra. Au revoir. Au revoir. Au revoir et merci.